Jean-Charles. Allez, je vous propose de commencer directement. Les retardataires vont se joindre à nous au fil de l'eau. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci à toi, Stéphane. Merci, Jean-Pierre. Et merci beaucoup, Matt, de nous accorder du temps lors de ce webinaire dédié à l'état des lieux sur l'investissement en start-up. On a organisé beaucoup de webinaires tout au long de la semaine et tout au long du mois avec French Founders. Merci à tous les participants pour votre fidélité. Dans le cadre de ce webinaire, on a la chance d'avoir avec nous Stéphane Lévy, partenaire chez Cooley, grand cabinet d'avocats entre New York et Londres notamment. Jean-Pierre Chessé, qui est un fidèle de chez French Founders, qui est présent sur de nombreux webinaires et qui est également président du club de l'Investors Club de French Founders. Et Matt Turk, qui est Managing Director chez First Mark Capital, dont on va vous donner plus de détails par la suite. Alors, d'un point de vue technique, sachez que vous ne pourrez pas prendre la parole lors de cet événement. On est trop nombreux pour donner la parole à tout le monde. Donc, la parole sera donnée uniquement à nos conférenciers. Si vous avez des questions à leur poser, vous pouvez les poser sur le chat en bas de votre écran. Il y a un petit onglet Q&A. On les prendra tous en fin de meeting. Donc, sans plus attendre, on va lancer cet événement. Je vais commencer par donner la parole à notre sponsor, Stéphane Lévy, qui accompagne notamment beaucoup d'entrepreneurs French Founders. Stéphane, je te laisse la parole et nous expliquer un peu ce que tu fais chez Cooley et ce qui se passe actuellement. Merci Stéphane. Super, merci Riyad. Vous m'entendez tous? C'est bon? Oui. Ok, super. Donc bonjour à tous. Évidemment, une réalité assez compliquée ces jours-ci. Encore une fois, je suis partenaire, chef du groupe corporate à New York pour le cabinet d'avocats Cooley. On travaille énormément avec des boîtes de tech aux États-Unis, en Europe, en Asie. On travaille évidemment avec des investisseurs, des venture funds, dont par exemple mes deux co-panelists aujourd'hui aussi. Très, très rapidement, c'est pour vous dire un petit bonjour et de ce qu'on voit on the front lines, comme je dirais, maintenant d'un point de vue des avocats. Des deals qui étaient dans le processus de se faire ont certainement été sur un timeline accéléré dans les dernières semaines. Il y a certains nouveaux deals qui se font faire, encore une fois, à la place du 30 ou 45 jours. Souvent, il y a une démarche, il y a une attente qui se font faire en une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et évidemment, je suis sûr, en tout cas ceux qui sont ici aux États-Unis, et on est inondé dans la dernière semaine sur ça. Il y a eu cette nouvelle loi qui s'appelle le CARES Act aux États-Unis. Il y a énormément d'argent disponible pour des PME ici aux États-Unis. Et il y a évidemment dans la dernière semaine énormément d'activités pour essayer de bien comprendre d'un point de vue des investisseurs, d'un point de vue des compagnies évidemment, si les compagnies peuvent être éligibles pour faire ces applications pour ce qu'on appelle des PPP loans. Cette nouvelle loi était vraiment adaptée initialement, je dirais, pour vraiment des petites PME, des restaurants, des bars, etc. La communauté de start-up vraiment essaie de bien comprendre comment elle peut s'appliquer à eux aussi. Il y a des aspects techniques en termes des compagnies qui ont pris du venture capital, le fait qu'ils sont peut-être possiblement affiliés avec ces firmes de venture capital, si ça peut les prévenir de pouvoir accéder cette dette. Les applications ne sont pas encore disponibles. On espère que ça va s'ouvrir demain. Comme vous imaginez, on a littéralement des centaines de compagnies dans les derniers jours qui nous emailent pour essayer de bien comprendre comment ils puissent être potentiellement premières en ligne. Les banques disent que c'est potentiellement un first come, first serve. Alors, évidemment, les clients veulent se mettre en position d'être first come, comme ça, ils soient first served.
Donc, ça, c'est notre réalité dans un cabinet d'avocats qui travaille avec des boîtes de tech cette semaine. À travers Coulier, on a peut-être plus de 6 ou 7 000 boîtes qui ont pris du venture capital. Et il y a un gros nombre d'entre elles qui nous emailent dans la dernière semaine pour se positionner pour pouvoir faire ces applications. Donc voilà, pour ceux qui veulent en apprendre plus, on a un webinar à midi aujourd'hui que je vous encourage. On a des spécialistes sur ça qui analysent cette loi et comment en bénéficier. Même si vous n'êtes pas des boîtes américaines, mais vous avez des filiales aux États-Unis avec des employés aux États-Unis, ça peut vous bénéficier aussi. Donc, je vous encourage à vous éduquer sur le sujet. Et évidemment, ça ne doit pas nécessairement être fait tout pour demain. Les applications devraient être ouvertes pour encore un mois ou deux. Donc voilà. Voilà mon intro. Ça fait vraiment un plaisir. Merci Riyad de nous inclure ici encore une fois. Et on est là pour vous aider. Ça fait vraiment un grand plaisir de travailler avec la communauté French Founders ici à New York et ailleurs aussi. Merci beaucoup Stéphane pour ton intervention et merci également pour ton soutien depuis tant d'années. Jean-Pierre, Matt, je vous laisse la parole. On est maintenant plus de 220 participants. Le compteur continue de monter. Les personnes se joindront au fil de l'eau. Jean-Pierre, Matt, à vous la parole. Bonjour à tous. Alors, je vais faire une petite intro, Matt, si encore c'est nécessaire. Mais Matt Turk est un entrepreneur investisseur franco-américain, donc partenaire du fonds Capital Risk First Mark Capital. Ses investissements couvrent un large spectre de startups, de early stage dans les secteurs Internet, software, hardware. To name a few, Pinterest, Shopify, Upwork, StubHub. Avant de rejoindre First Mark, Matt était managing director de Bloomberg Venture, la branche d'investissement et incubateur de Bloomberg. Et Matt investit régulièrement dans les startups franco-américaines. Je pense que c'était l'un des premiers. Et son portefeuille d'investissement inclut notamment des sociétés comme Dataiku, Ledger ou Sketchfab. Il manage surtout une grosse communauté data-driven New York City qui compte, je crois, plus de 19 000 membres maintenant, centrée sur tous les sujets de technologie AI et data, ainsi que Hardwire, New York City, et 7 000 membres. Donc, pour être clair, pour être simple, Matt, c'est un monstre. C'est sans doute le Français le plus expérimenté dans le monde de VC aux États-Unis. Donc, merci à toi, Matt, de nous accorder cette heure pour partager un peu avec nous ta vision de la situation. Oui, merci. Je commence à enchaîner les questions. Oui, non, avec grand plaisir. Et puis, enfin, pour dire les choses, je crois qu'on est un peu tous dans la même situation, à se poser des questions. Donc, je crois que Riyad, dans l'annonce, avait dit une conversation sans tabou. Je crois que ça va vraiment être ça l'idée. Je vais essayer d'être aussi franc que possible, partager des choses pas fort, enfin un petit peu dans ce cercle restreint, pas forcément que je dirais de façon encore plus publique. Mais voilà, donc j'ai pas toutes les réponses, mais ça me fait très plaisir de partager ce que je vois dans les sociétés First Mark ou aux États-Unis ou en France. Et puis on peut tous profiter de l'opportunité pour apprendre ensemble. Merci Matt. Donc rentrons directement dans le vif du sujet pour toi. Donc c'est pas la première crise, bien sûr, que le monde du venture doit faire face. En quoi pour toi les différences par rapport à 2000-2008 dans son impact et dans sa violence, je dirais? Ouais, alors d'un point de vue macroéconomique, je crois que c'est un petit peu sans précédent, malheureusement, à savoir que ce concept d'un demand shock où tout s'arrête tout d'un coup, je crois qu'on n'a jamais vraiment vu ça. Et donc, pour l'instant, l'industrie de la tech est un tout petit peu épargnée. Parce que les premières industries à être impactées, c'est les grosses industries du voyage, de l'hospitalité, de l'énergie, du transport, etc. Donc, il y a une petite période là, où on est tous très inquiets, il y a quelque chose qui se passe, mais je crois qu'on n'est pas vraiment rentré dans le vif du sujet. En revanche, je suis très, très inquiet pour les mois qui viennent. Je pense que le virus reste ou disparaisse, c'est un facteur, mais la récession qui est en train de se mettre en place va être très, très profonde et que
si même demain matin, quelqu'un trouvait un vaccin contre le virus, ce qui est la valeur qui est en train d'être détruite en ce moment, en fait, va se propager dans tout l'écosystème, dans toute la chaîne, pendant assez longtemps. Donc, je crois qu'on est bien parti pour 12, 18 mois, peut-être 24 mois d'une situation assez problématique. Donc voilà, d'un point de vue macro, je crois que c'est sans précédent. D'un point de vue industrie de la tech, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment différent. Enfin, quelle que soit la cause du problème, le résultat est un petit peu le même, qui est qu'on rentre tout d'un coup dans une phase où on passe un petit peu d'un excès à une phase où il faut serrer les boulons très rapidement, un petit peu du jour au lendemain. Alors bien sûr, il y a plein de nuances. Le fait qu'on doit tous travailler à partir de chez nous, c'est une grosse différence. La nature de la crise elle-même est différente aussi. Mais tu parlais d'impact et d'ampleur. Je crois qu'un petit peu la différence par rapport à 2008 et 2001, c'est un petit peu en fait, l'industrie de la tech va tomber de plus haut, juste parce que en fait, en 2001, enfin 2000 pour l'essentiel, même s'il y avait pas mal de boîtes qui étaient rentrées en bourse alors qu'elles n'auraient pas dû le faire, c'était quand même l'industrie de la tech, c'était quand même Silicon Valley, un tout petit peu New York, un tout petit peu Paris, Londres, mais c'est vraiment Silicon Valley. Et aujourd'hui, l'industrie de la tech, c'est partout. C'est devenu une force globale. Il y a énormément de startups, énormément de fonds. Et puis, on sort d'une phase de 10 ans où on était tombé un petit peu dans l'excès. Et donc, on risque de tomber d'assez haut de ce côté-là. Donc, comme on le sait tous, il y avait donc de plus en plus de tours de financement, les valorisations étaient de plus en plus hautes, les deals se faisaient de plus en plus rapidement parfois sans beaucoup de due diligence. Et puis l'écosystème VC s'était vachement adapté à ça. Donc on a eu d'un côté une explosion de seed funds dans tous les sens, parfois avec des positionnements différenciés. Mais très souvent des seed funds qui se ressemblaient. Il y en a des centaines et des centaines, peut-être des milliers. Du côté Series A, B, C, il y a eu l'émergence des méga-fonds, qui est un phénomène assez récent. Donc bien sûr, il y a le côté SoftBank Vision Fund qui est une exception, mais sinon, même dans les fonds genre Andreessen Horowitz, Founders Fund, NEA, etc., qui ont levé des fonds de plusieurs milliards de dollars, c'est aussi un phénomène assez nouveau. Et puis, il y a une énorme accélération de tout ce qui était investisseurs non traditionnels, donc les hedge funds, tous les Tiger, Coatue, Two Sigma, Altimeter, tous les corporate ventures, donc Google Ventures et compagnie, aussi les fonds directs investissant, les fonds souverains investissant en direct. Donc, tout ça pour dire que l'écosystème est devenu très riche, très large, très gros, très sophistiqué, et que donc on risque de tomber de beaucoup plus haut. Est-ce que tu crois, pour rebondir là-dessus, quelles sont les réactions, le mindset des fonds aujourd'hui entre les early stage et peut-être les later stage? Selon toi, les 2-3 dernières semaines, comment ils ont réagi et quel est le niveau de panique par rapport à ces fonds? J'imagine que les later stage sont plus en panique que les early stage. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Donc, américain. Ouais, non, donc c'est exactement ça. Donc, je crois qu'on est dans un scénario où, de façon finalement assez classique, ce qui se passe dans les marchés boursiers se transmet dans toute la chaîne de façon très rapide et très directe. Donc forcément, ça commence par les fonds en growth, parce que les fonds en growth avaient dans leur calcul que s'ils investissaient une très grosse valorisation il y a un mois, ils pourraient sortir en bourse à 3 fois cette valorisation dans un an. Donc à partir du moment où ça ne se fait pas, ils se retrouvent dans une situation qui est immédiatement problématique du jour au lendemain. Et donc il y a un énorme ralentissement sur tout ce qui est growth, enfin je pense même un arrêt total. Et en fait, au fur et à mesure que tu descends dans la chaîne, donc tu passes de growth à série A, B, C, il y a encore un tout petit peu d'activité. Et si tu descends dans le seed, il y a plus d'activité. Donc ça dépend effectivement de l'endroit où tu es dans la chaîne.
Mais encore une fois, ça va être compliqué hein, parce que les fonds en growth, il y a quand même énormément de très, très gros investissements qui sont faits, des très, très grosses valorisations. Donc, tous ces fonds se retrouvent quand même dans des situations où ils sont un peu sous l'eau du jour au lendemain, sur tout le portefeuille. Donc, c'est compliqué. Et puis, dans les gros fonds, si vous avez ici, encore une fois, les fonds à $1 milliard, par fonds, quoi, pas la totalité du fonds, mais par fonds individuel à l'intérieur du fonds, des fonds à $1 milliard, ça change tout le calcul parce que avant, si tu levais un fonds de $1 milliard, toute l'idée, c'était que si tu arrivais à investir, à devenir 20% d'une boîte qui devenait énorme, tu arrivais à rendre le fonds. Là, ça devient évidemment beaucoup plus compliqué. Enfin, si tu as un fonds de $1 milliard et que tu as une participation de 10%, et que dans une société qui sort à $1 milliard, ce qui serait un événement incroyable maintenant, tu récupères $100 millions, et les $100 millions, ça te permet de rendre 10% de ton fonds, et donc il te reste $900 millions à rendre avant d'arriver à un 1x, sans compter les fees. Donc c'est une situation vraiment très compliquée. Donc tous les calculs qui ont été faits par tous ces gens qui ont levé énormément d'argent, qui dépendaient vraiment d'un environnement macro qui tienne la route pendant longtemps, sont en train de disparaître. Donc là, il y a une crise assez profonde du venture capital qui est en train de se mettre en place, je pense. D'accord. Et ça va, comme tu dis, ça va être l'effet de domino en partant de tout en haut et qui va redescendre. Ouais. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs avec WeWork, ça a été un peu le début. Et là, en plus, le problème de l'impact économique sur le marché va avoir des répercussions énormes sur ces late stage compagnies qui vont devoir s'adapter et sans nous prendre des mesures extrêmement draconiennes de réduction de coûts. Et cet effet domino, tu le vois descendre très rapidement au niveau du seed ou du A. Il va y avoir naturellement une diminution des valeurs, j'imagine. Oui, ça arrive très, très rapidement parce que enfin, tout le monde est très, très à l'affût de tout ce qui se passe et réfléchit beaucoup. Et donc, tout le monde se parle beaucoup et donc les gens réagissent un petit peu en temps réel. Enfin, cela dit, encore une fois, c'est l'arrêt quasi immédiat du côté growth et du côté seed. J'ai l'impression que ça continue encore un petit peu. Pour des raisons dont on peut parler plus en détail. Ouais, là, la transmission dans la chaîne se fait très, très rapidement. Très rapidement. FirstMark, par exemple, est-ce que vous avez adapté alors, la gestion des portefeuilles? Vous avez différents fonds, vous avez différentes positions, vous avez des capitaux qui ne sont pas encore investis. Est-ce que vous avez pris des décisions, par exemple, sur les 3 à 6 prochains mois, de réallouer votre allocation d'investissement, notamment, par exemple, peut-être protéger votre portfolio actuel en augmentant votre répartition, votre allocation sur vos boîtes existantes, ou vous n'avez rien changé, ou vous allez continuer à étudier des dossiers et pas de mesures particulières? Oui, donc je crois qu'on est un petit peu dans la même situation que tout le monde. Donc, une raison pour laquelle il n'y a pas énormément de deals qui se font en plus de ce dont on vient de parler. Il y a 2 choses qui se passent, c'est que tous les VC du monde qui ont des participations existantes et qui est sur un mode où ils prennent des board seats et ils sont impliqués dans la gestion des sociétés. Donc, tous ces fonds-là se sont retrouvés du jour au lendemain dans une situation où tout le monde court dans tous les sens à essayer de s'occuper des sociétés à l'intérieur du portefeuille. Et donc, tout d'un coup, si tu as 100 sociétés dans un portefeuille, tout le monde a besoin de toi de façon immédiate pour des raisons légitimes. Et puis, lorsqu'on investit en tant qu'investisseur et qu'on dit aux entrepreneurs qu'on sera là dans les moments difficiles, bah, voilà, c'est un moment difficile, donc c'est le moment de vraiment leur donner beaucoup de temps et de priorité, etc. Donc, tout le monde, enfin, au moins nous, chez FirstMark, de façon très claire, on passe l'essentiel de notre temps à courir d'appel en appel, à faire des séances de budget, ce genre de choses, un petit peu toute la journée, en fait, de très tôt le matin jusqu'à tard le soir. Donc, c'est assez intense. Donc, il y a ça. Et l'autre chose qui est en train de se passer en même temps, c'est que, et la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de deals, c'est que les prix, les valorisations n'ont pas eu le temps de s'adapter. Et donc, en fait, personne ne sait à quel prix, à quelle valorisation un Series A doit se faire aujourd'hui.
Et tout le monde est en train de se poser la question et d'essayer de voir comment ça se passe. Donc, parce qu'en fait, comme on sait tous, les valorisations, c'est un prix négocié. Il n'y a pas de… c'est un phénomène où marché. L'entrepreneur, exactement, de supply and demand, où l'entrepreneur et l'investisseur s'accordent sur une vision du futur et tombent d'accord que sur la base de cette vision du futur, le prix, la valorisation de la société doit être de X. Mais comme on ne sait plus du tout quelle est la vision du futur, en fait, il n'y a pas de prix de marché. Et donc, résultat des courses, donc, les gens attendent un petit peu de voir où les prix se stabilisent. Et donc voilà, le fait que tout le monde se concentre sur le portefeuille et qu'il n'y ait pas vraiment de prix de marché, ça rend les choses plus compliquées d'un point de vue investissement de façon immédiate. Donc, tu entends toujours parler de deals qui sont faits, qui sont annoncés, mais je crois que en fait, il y a deux choses. Je crois que la réalité, c'est que la plupart des deals qui sont annoncés maintenant sont des investissements qui soit avaient closé avant et qui n'avaient pas été annoncés, ou des investissements qui étaient en train de closer et qui ont effectivement closé, ou alors des investissements qui étaient vraiment en processus avancé, où les gens se connaissaient déjà bien, avaient eu l'opportunité de passer du temps ensemble en personne avant que tout le monde bascule sur Zoom. Donc, il y a ça. Et l'autre chose qui se passe un petit peu, mais de façon assez limitée, je pense, c'est qu'il y a un ensemble de fonds qui, de façon un petit peu opportuniste, vont chercher des sociétés qui les intéressaient pour voir s'il y a une opportunité de faire un investissement rapide. Donc, typiquement, ça va être un fonds qui essayait de rentrer dans une société qui peut-être avait perdu un processus concurrentiel, qui va les revoir quelques mois plus tard pour leur dire bon, on n'a pas pu rentrer, mais si on mettait 5, 10, 20 millions de plus au tour précédent, est-ce que ça vous intéresserait? Donc, typiquement, hier soir, il y a Index qui a annoncé un deal avec Notion. Je crois qu'ils essaient de rentrer chez Notion depuis pas mal de temps, comme pas mal d'autres gros fonds de la Silicon Valley. Et voilà, les circonstances ont changé, donc les entrepreneurs ont accepté de prendre cet investissement. Et je crois donc que c'est un petit peu ça qui se passe. La réalité des choses, c'est au-delà, en dehors de ces quelques investissements, je pense que ça a vraiment ralenti de façon assez brutale. Donc, pour répondre à la question de façon plus précise, chez Forcemark, on est un petit peu dans ce contexte-là aussi. Donc, je passe l'essentiel de mon temps à m'occuper des sociétés avec lesquelles je travaille, où je suis au board. Cela dit, je suis en train de faire un investissement là maintenant. Et donc, c'est un investissement en seed de taille plus faible. Mais voilà, c'est une société dans laquelle j'aurais investi de façon très enthousiaste, quel que soit l'environnement. Mais non, enfin, en l'espèce, c'est vraiment quelqu'un que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, parce que c'est une female founder, je l'ai jamais rencontré en vrai, je l'ai rencontré que sur Zoom. Donc voilà, donc c'est possible. Le premier Zoom investissement. Ouais. Donc voilà, donc je suis pas en train de dire que, encore une fois, on passe toute notre journée à essayer de faire ça, mais enfin, en l'espèce, c'est donc possible. Je pense pas que je vais en faire beaucoup d'autres dans les semaines ou les mois qui viennent, mais c'est donc possible. Et donc clairement, en fait, le problème des VC, après, c'est l'allocation des fonds qui ne sont pas encore investis peut potentiellement être intéressante puisqu'il va y avoir une baisse de valorisation. Mais ce qui va se passer, ce que tu dis, c'est clairement aujourd'hui, le focus, c'est le portfolio. Ce qui reste à investir, on attend pour avoir l'impact sur les valorisations. Il peut y avoir aussi une opportunité pour des investissements dans des valorisations un peu plus raisonnables, puisqu'effectivement, les dernières années ont été assez gonflées, je dirais. Donc, moi, je suis pas complètement pessimiste sur les mois qui viennent. Je pense qu'il y a une période difficile à passer au cours des prochains mois, mais parce qu'il ne faut pas oublier c'est que justement, sur la base de ce que tu disais, il y a quand même beaucoup de fonds qui ont levé beaucoup d'argent. Qui n'ont pas déployé. Donc, exactement, il va bien falloir que l'argent aille quelque part. Donc, voilà, il y a peut-être un scénario catastrophe où les choses continuent à s'empirer, etc., et où les LPs, donc les investisseurs dans les fonds,
demande aux GPs, donc les investisseurs, de se calmer un petit peu. Donc c'est possible, ça arrivé dans les crises précédentes, mais je pense que c'est un risque assez limité. Si ça se passait, ça se passerait probablement de façon plutôt marginale. Et puis donc il y a quand même beaucoup d'argent qui a été levé et qui doit se déployer. Et puis il y a quand même un petit peu de mémoire collective sur le fait que quand tu regardes toutes les grosses belles sorties de 2017, 2018, 2019, c'est souvent des boîtes qui avaient commencé en fait au milieu de la crise précédente, donc 2008, 2009, 2010. On voit bien chez nous Pinterest, par exemple, qui était une des grosses sorties de First Mark l'année dernière. C'est une boîte qui a commencé en 2010, fin 2009-2010. Donc, je crois que Spotify, pareil. Spotify, c'était la même chose. Je crois que c'est. Oui, bah donc un peu tout le monde. Donc Airbnb, où on est aussi investisseur, Stripe, donc il y a tout un ensemble de sociétés qui ont été créées dans ces années difficiles. Et donc qui créent des gros retours pour les fonds, parce que donc forcément, il y a un aspect assez mécanique et tout ça, qui est que si tu veux gagner de l'argent en tant qu'investisseur, il faut acheter en bas et vendre en haut, aussi simple que ça puisse être et compliqué à faire en réalité. Et puis, il y a un aspect d'autosélection des entrepreneurs qui soit lancent de nouvelles boîtes dans un contexte difficile, soit persistent avec des sociétés qu'ils ont déjà lancées malgré une adversité, qui en fait est un mécanisme de sélection qui fait que les meilleurs se détachent. C'est toujours un peu ce qu'on dit dans les crises. Les grands entrepreneurs se révèlent, les grandes sociétés se révèlent parce qu'ils ont été capables de mettre en place les mesures très rapidement. Et par exemple, sur ton portefeuille, sur les allocations que tu as, sur les boîtes que tu as, vous avez fait des recommandations spécifiques du style ne vous attendez pas à un retournement du marché d'ici 12, 18 mois. Donc, soyez plutôt dans un mode réduction forte des coûts. J'imagine que la situation cash des sociétés est différente. Il y en a peut-être qu'on levait il y a 2 ans, il y en a peut-être qu'on levait il y a 2 mois. Mais est-ce que, j'aime bien ton introduction aussi par rapport à la technologie, c'est-à-dire que je pense que heureusement, et je parlais aussi avec mes banques, etc., il semble que le secteur technologique soit à la rigueur le moins impacté. Mais est-ce que vous recommandez quand même de mettre à tous les fondateurs de vous mettre en mode survival et de réduction de coûts pour faire face à cette crise qui se Oui, donc, pour être tout à fait clair, je pense que le secteur de la technologie est moins impacté pour l'instant, mais je pense que ça arrive, je pense de façon très mécanique, parce que une énorme partie de l'économie qui est impactée, donc il y a un phénomène de décalage, mais ça va nous tomber dessus assez rapidement. Donc oui, donc nous on recommande aux gens d'être très alertes et surtout de réfléchir et de réagir vite et maintenant, avant que ça devienne trop compliqué ou trop tard. Donc de façon très pragmatique. Donc, ce qu'on recommande aux gens et ce qu'on fait donc depuis 2 ou 3 semaines de façon quasi non-stop, c'est de commencer par faire un nouveau plan financier avec un base case, avec un best case et un worst case. Le best case étant en général le plan financier d'avant. Donc, ce que la société pensait faire en 2020, ça devient le best case. Il y a probablement un base case qui est 25% plus bas que ça. Il y a probablement un worst case qui est, selon l'industrie, 50% ou plus. Et donc c'est quelque chose à faire de façon urgente. C'est quelque chose dont le patron doit s'occuper. Donc, si la société a la chance d'avoir un directeur financier, c'est très bien, mais c'est vraiment un exercice dont le patron doit s'occuper. Et puis, donc voilà, donc après, faire un plan financier, c'est comme on sait, c'est plus un exercice intellectuel et de réflexion qu'autre chose, parce que personne ne sait à quoi va ressembler l'année qui vient. Mais ça
force à se poser des questions, à quoi va ressembler l'environnement macro, à quoi ressemble notre industrie, comment vont réagir nos clients. Et voilà, donc il faut le faire de façon urgente mais approfondie, le faire en collaboration très proche avec le board de façon itérative. Sur la base de ce plan, l'objectif immédiat, c'est d'avoir 24 mois de cash. 24 mois de cash. Ouais, en plus, plus tu as du cash, plus a priori, tu vas passer à travers une baisse des valorisations dans les mois qui viennent. Oui, exactement. Donc, l'objectif, c'est véritablement d'être financièrement indépendant pour éventuellement être capable de rebondir sur des valorisations correctes d'ici 24 mois. Oui, c'est ça. Et puis avec 24 mois de cash, ce que ça veut dire en réalité, c'est que tu commences ton tour suivant à 18 mois. Et tu vois, si tu penses qu'il y a 6 à 9 mois là, qui vont être perdus, il faut que ça te donne suffisamment de temps pour repartir au bout de ces 9 mois-là et avoir une histoire à raconter aux investisseurs tu vois, au mois 18 lorsque tu lèves ton tour suivant. Donc, on recommande ça, 24 mois de cash si possible. Donc voilà, donc si tu as eu la chance de lever récemment, c'est un exercice une situation favorable. Ouais. Enfin, cela dit, on a beaucoup de conversations, nous. Enfin, moi, j'ai eu la chance là, dans mon portefeuille à l'intérieur de Forcemark d'avoir en fait 4 ou 5 boîtes qui ont levé en décembre, janvier et février de façon. Enfin, c'est un peu du pot, franchement. Ouais, c'était le timing était bon. Mais tu vois, il faut quand même avoir la conversation avec les entrepreneurs qui sont tous des gens très, très intelligents, mais tu lèves un tour et tu es prêt à partir. Oui, en fait, il ne faut pas qu'ils se mettent en mode agressif. On va être hyper agressif, on a de l'argent. Il faut quand même que malgré le cash disponible, il faut quand même qu'ils se mettent en mode réduction de coûts. Donc au moins, dans les sociétés B2B avec lesquelles je travaille, ça se traduit de façon assez immédiate par arrêter d'embaucher au moins sur tout ce qui est go-to-market, donc sales, marketing en particulier. Ce qui est épargné le plus souvent, c'est engineering et product. Les gens continuent à embaucher pour l'instant. Mais donc, dans les sociétés qui ont levé l'argent, c'est un petit peu… il faut faire très attention. Ça ne va pas aller aussi vite que ça, de toute façon. Ouais, exactement. Alors, donc, ça, c'est les sociétés qui ont levé l'argent. Donc, les sociétés qui n'ont pas levé de l'argent, ça devient… c'est plus compliqué et donc, c'est encore plus urgent. Donc voilà, donc c'est une longue conversation, mais donc si tu n'as pas levé d'argent et que tu n'es pas profitable, ça devient donc très, très urgent très rapidement. Donc une conversation à avoir, c'est de voir si tu peux devenir profitable. Donc selon les… Voilà. Donc profitabilité court terme, trésor, profitabilité. Voilà, donc mais selon les cas, ce sera possible ou ce ne sera pas possible. Parfois, tu n'es pas très très loin et tu vois que si tu arrives à couper quelques dépenses à droite et à gauche, tu peux y arriver. Donc, ça très clairement, si tu as une chance de pouvoir le faire, ça devient une priorité avant que, au moins jusqu'à ce que les choses se stabilisent et que tu puisses faire ta levée suivante. Il y a probablement une réflexion aussi à faire sur le produit, sur le business model. Il y a pas mal de sociétés en fait, où il y a des opportunités de faire évoluer le produit. De pivoter par rapport… Moi, j'ai des startups, effectivement, leur cœur de métier est considérablement affecté. Par contre, il y avait un side business qui était en train de développer, qui est beaucoup plus attractif. Donc là, il faut réallouer éventuellement les priorités commerciales. Et ça, cette agilité est cruciale, surtout quand tu es en mode dépense, c'est que tu dois allonger ton runway. Ouais, tout à fait. Et sinon, c'est la chasse au cash, quoi. Donc tout ce qui est, je crois qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais tout ce qui est prêt, aide étatique, subvention, etc., ça devient très très important. Et le genre de choses dont parlait Stéphane tout à l'heure, il y a une vraie priorité. Dans un contexte tel que le contexte actuel, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout devient négociable. Donc, les relations avec le landlord, les loyers, etc., c'est négociable. On ne s'est pas parlé avant, puisqu'on a fait un séminaire là-dessus
Et la clé, c'était tout est renégociable aujourd'hui parce que la situation est telle que, y compris le loyer. Ouais. Puis d'ailleurs, enfin, c'est bien parce qu'en réalité, ça va dans les deux sens aussi. Enfin, l'autre truc qui est très inquiétant, c'est que tu peux négocier avec tes fournisseurs, mais les sociétés dont tu es fournisseur peuvent négocier avec toi. Donc, oui, donc c'est un effet domino de toute façon. Donc tout le monde va le faire à tous les étages. Donc on voit, donc pour l'instant, il n'y a pas eu tout ça étant très nouveau, il n'y a pas eu de problème juridico-judiciaire, mais en fait, le problème, c'est que, enfin, au moins pour les boîtes B2B, tous ces gros contrats, $1 million, etc., il y a souvent une clause de material adverse change ou de act of God ou de force majeure ou voilà. Qui fait que, en fait, il n'y a plus vraiment de contrat. Tout le monde peut sortir de ces contrats. Et selon toi, une chose importante, j'essaie de définir, pas trop, quels vont être les secteurs, a priori, qui pourraient bénéficier, si tu vois un peu l'impact économique, sanitaire, les habitudes de société simplement vont évoluer. Le virus ne va pas disparaître du jour au lendemain. À ton avis, quel secteur technologique va le plus bénéficier, si on peut dire bénéficier, dans un horizon de 3 ans? Oui, je crois que comme toujours dans les crises, il y a des opportunités. Écoute, je pense que j'ai pas d'avis très super original là-dessus. Je pense que toutes les choses auxquelles on réfléchit tous un peu, je crois que c'est les bons réflexes. Donc, de façon très claire, tout ce qui est télé, quelque chose, téléhealth, télé-education, online education. En fait, c'est un moment assez passionnant de ce côté-là, qui est que tous ces trucs, ça existe un petit peu depuis toujours, mais là, comme tout d'un coup, on est tous obligés de le faire en temps réel, donc tout le monde est en train de découvrir ce que c'est que l'enseignement en ligne, qu'est-ce qui marche pas, et ça peut avoir un impact assez profond. Enfin, je pense que ça va accélérer la qualité des produits et deux, les mentalités, et que l'idée d'aller à l'école en ligne va devenir de moins en moins bizarre et va être de moins en moins considérée comme étant quelque chose que les bonnes écoles ne font pas. Donc, c'est assez passionnant de ce côté-là. Je pense que tout ce qui est distributed work, tout ce qui est collaboration en ligne entre les équipes, ça va accélérer cette tendance qui existe depuis des années, mais qui était encore un peu tech, qui est en train de passer au reste de l'industrie. Donc, ça va changer beaucoup. Je pense que la réalité des petits commerces va changer aussi beaucoup. Je pense que c'est... Ils ont beaucoup pris les dernières années, hein. Et là, ça va être assez catastrophique pour une rotation encore plus sur le e-commerce. Enfin, oui, non, tout à fait, exactement. Donc, je pense que la clé de la survie pour les petits commerces, et les petits commerces étant les vrais petits commerces, mais aussi toutes les chaînes de taille moyenne, où tout l'aspect livraison et en ligne va passer d'un nice to have à un must have. Je pense que ça va vraiment changer ou accélérer les choses de façon assez importante. Puis après, il y a des industries, tout ce qui est entertainment, gaming. Donc, nous, on fait pas mal on fait pas mal de gaming. On était chez Riot Games en Series A, qui est l'éditeur de League of Legends. Et on est chez Discord, on est chez donc ça explose de façon incroyable pour des raisons évidentes. Donc voilà, il y a tout un ensemble d'industries qui sont impactées de façon positive, entre guillemets. Puis comme on le disait tout à l'heure, je crois qu'il y a pas mal de sociétés qui ont l'opportunité, tout en restant dans leur industrie et leur business model, de faire évoluer les choses de façon qui leur permet de continuer à développer leur business. On a une société notamment de communication avec sur un mode chatbot de communication avec les docteurs. Donc, au départ, tout ce que healthcare va sans doute être énormément impacté aussi. Ouais. Donc, la société en question est passée d'un mode chatbot écrit à un mode chatbot vidéo. Donc, ils ont fait ça. Il y avait tellement de demandes. Donc, le marché leur a dit ce qu'on veut, c'est parler à nos docteurs face-to-face. Donc, ils ont développé en un week-end une solution vidéo. Donc, il y a l'opportunité d'évoluer de ce côté-là. Donc oui, je pense qu'il va y avoir plein de et sur notre petit côté français, avec tout ce qui s'est passé les 10 dernières années, l'émergence de l'écosystème, le développement des nouveaux investissements pour les scale-up,
La réaction, alors effectivement, aujourd'hui, il y a des 4 milliards supplémentaires de financement qui a été dégagé pour faire face à la crise pour les startups. Par rapport à la dimension du marché français, cet écosystème qui devient quand même assez puissant maintenant, cette crise, à ton avis, elle va avoir quel impact et comment toi tu te positionnerais, parce que tu as déjà investi dans les boîtes françaises, par rapport au marché américain, le marché français, est-ce qu'il va être plus impacté? Est-ce qu'il va s'en sortir plus parce qu'il y a des financements qui ont été disponibles plus rapidement? Moi, j'ai des startups qui ont déjà, en 2 semaines, obtenu des financements, donc ça, c'est incroyable. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Comment va être impacté cet écosystème français, à ton avis? Ouais, je suis assez impressionné par ce qui se passe en France, justement. C'est intéressant. D'ailleurs, c'est pas un commentaire juste sur l'écosystème, mais sur la façon dont les pays répondent. En fait, les systèmes centralisés en fait, réagissent beaucoup plus rapidement. Autant en Chine, donc les Chinois étant l'exemple extrême, mais donc aux États-Unis, donc entre les aides fédérales, étatiques, de la ville, ça met plus de temps à se mettre en place. Donc, je trouve que la façon dont l'État français réagit, avec la BPI comme bras armé pour faire ça, franchement, c'est super et très bien. Donc, parce que moi, j'étais très inquiet en réaction initiale justement sur l'écosystème français, français, parce qu'il il est plus jeune, il est plus fragile. Le marché est plus petit, la taille des boîtes sont plus petites, même les Next 40, les Under 20, on ne parle pas de gros mastodontes encore, donc effectivement plus fragile. Et je pense que le fait que le gouvernement ait bien réagi peut leur permettre justement de garder cette dynamique. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, c'est exactement ça. Et puis encore une fois, on s'inquiète et il faut s'inquiéter encore une fois de façon rapide et prendre des décisions rapides et probablement des décisions importantes. On n'a pas parlé d'histoires de licenciement qui sont plus des histoires peut-être plus américaines que françaises, mais toutes ces décisions, il faut les prendre de façon rapide, etc. Mais encore une fois, à condition d'arriver à avoir du cash pendant 1 an, 18 mois, 2 ans. Tout ça va passer aussi, hein. Donc il faut être vigilant, alerte et s'attendre à une période difficile, mais quand même pas complètement pessimiste. Non, mais tout l'écosystème entre la BPI, les aides, les investisseurs qui pour l'instant se sont un peu arrêtés, mais vont revenir au fur et à mesure dans le marché. Et puis voilà, il y a eu une crise en fin 99, début 2000, qui s'est arrêtée en gros en 2003, 2002, 2003, 2004. La crise de 2008-2009, en 2010, 2011, c'était bien reparti. Ça va être pareil là aussi. Donc, il faut être. C'est pas la fin du monde, mais je pense que l'écosystème français a plutôt bien réagi. Donc, il devrait se mettre en position de garder de rester en vie les 12-24 prochains mois pour être capable de rebondir quand ça revient. Je vais laisser la parole à Riyad, je crois qu'il y a pas mal de questions. Juste pour terminer sur ce thème, il y a aussi une belle opportunité, je pense, aussi de se repencher sur le produit, de faire beaucoup de développement, de testing, de créer de nouvelles features, qui est intéressant. Et puis, c'est aussi une opportunité d'approfondir les relations avec les clients existants, que ce soit en B2C ou en B2B, et d'être vraiment là pour eux, de passer du temps, de ne pas essayer d'extraire des prix plus importants parce que les clients ont besoin de vous. Et donc, il y a une opportunité de faire les choses un peu à plat, bien, encore une fois. Transparente, c'est ce qu'on disait. Je pense que c'est fondamental pour les entrepreneurs d'être hyper transparents, pas simplement avec leurs investisseurs, mais avec les clients, pour leur dire, voilà, on va mettre en place, ça va être une période dure, mais peut-être qu'il y a un système d'entraide, notamment les gros clients, les multinationales, qui ont un bilan suffisamment solide pour tenir. Ils doivent aussi s'occuper aussi du petit écosystème et ne pas tuer leurs prestataires de services. Donc, il y a peut-être de manière humble, mais approcher ces gros clients, leur dire, voilà, comment on peut continuer à travailler ensemble et pour sécuriser notre survie et puis continuer à vous servir. Ouais, Riyad, tu as des questions Yes.
J'ai beaucoup de questions pour toi, Matt. Tout d'abord, merci pour ton intervention et tes insights. Première question qui nous vient, c'est aujourd'hui, le marché américain notamment a pour réputation d'inciter à l'hypercroissance aux dépens de la rentabilité. Est-ce que tu penses que post-crise, vous, en tant que VC, vous allez chercher des business qui se focusent un peu plus sur la rentabilité qu'avant? Euh, je crois pas. Je crois pas. Alors, pour que les choses soient très claires, j'ai un respect, je pense en fait la plupart de mes collègues d'ici américains ont un respect énorme pour les boîtes qui sont profitables. Toutes choses étant égales par ailleurs, c'est toujours mieux d'être profitable. Et puis même pour lever de l'argent, si vous n'avez pas besoin de lever de l'argent, ça rend les choses plus faciles. Les VC vont vouloir vous donner de l'argent si vous n'en avez pas besoin, c'est toujours ce phénomène. Mais cela dit, le modèle VC lui-même dépend le modèle VC étant une toute petite partie du monde de la création d'entreprises qui correspond à des cas très très précis. Mais le modèle VC dépend de sociétés qui sont en hypercroissance. Puisque, c'est peut-être évident, mais dans la façon dont les fonds de VC gagnent de l'argent, c'est des modèles où la plupart des sociétés dans lesquelles ils ont investi n'auront pas de retour particulièrement impressionnant, mais une, deux ou trois sociétés auront un retour tellement impressionnant qu'en fait, ce retour permettra de créer un multiple sur le fonds. Donc, le modèle VC implique que les VC cherchent des sociétés en très très forte croissance. Et en fait, la recherche de la profitabilité nuit à la croissance parce que tout l'argent, pour des raisons peut-être évidentes. Yes. Donc, voilà, je pense que les gens, il y a toujours ce balancier qui va dans les deux sens. Là, on rentre dans un modèle où ce qui est important, c'est de ne pas perdre trop d'argent jusqu'à ce que la tempête passe. Et puis après, on repartira. Donc, est-ce qu'on repartira aussi vite? Je ne sais pas. Je pense que les choses vont se calmer de façon importante. Après, ça va reprendre du temps avant qu'on retourne dans une situation qui ressemble à la situation où on était jusqu'à il y a quelques semaines. Notamment, il y a tout un paquet d'acteurs de marché, je pense, qui vont un petit peu disparaître aussi. Okay. Et si on se focus un peu plus sur les secteurs d'activité que vous avez évoqués et qui sont un peu booming avec le Covid-19 actuellement, si on se focus sur la santé qui est aujourd'hui devenue un problème très critique, est-ce que tu penses que les VC maintenant vont s'intéresser plus aux sociétés healthcare, même si les règles d'investissement sont en général différentes de la tech, puisque tu as souvent un environnement régulatoire assez fort et des business models corrélés aux assurances? En gros, c'est souvent un business model qui est moins regardé par les VC de réputation. Est-ce que demain, on va peut-être plus se focus là-dessus en partant du principe qu'on veut tendre vers une finance plus vertueuse? Oui, donc je pense qu'il y a de vraies opportunités en healthcare enfin healthcare, wellness, tout ce qui est 50 ans et plus, silver tech, je pense que tout ça va continuer à devenir très important. J'ai pas un sentiment que, au moins aux États-Unis, les gens regardaient moins le healthcare. Je pense que c'est un domaine assez populaire. Donc déjà, il y a toute une partie du VC qui fait que ça. Donc là, au moins aux États-Unis, le healthcare VC qui est un secteur très très important avec des fonds de très grosse taille qui ont gagné beaucoup d'argent au fur et à mesure des années, genre les Orbimed et compagnie. Et dans l'industrie, dans les fonds de VC plus tech, je crois que les gens sont en fait beaucoup intéressés à healthcare et genomics, ce genre de choses, avec comme thèse sous-jacente que ces industries devenaient des industries de software plutôt que des industries de healthcare. Donc, je suis assez bullish, mais tu vois, par exemple, chez FirstMark, on fait plein de choses dans le domaine du healthcare au fur et à mesure des années.
Donc, je n'ai pas le sentiment. Ce qui était un petit peu plus compliqué peut-être, c'est qu'il y a pas mal de business qui tombent un peu entre les deux. Et je crois que c'est peut-être pour ce type de business que les choses ont été un peu compliquées, où tu es trop healthcare pour les investisseurs software et trop software pour les investisseurs healthcare. Donc, de ce côté-là, ça a été un peu compliqué, mais je pense que ce gap se réduit. Donc, oui, donc je suis assez bullish. Ok. Et d'un point de vue, si on sort un peu du marché US, par exemple, c'est Firstmark, vous regardez beaucoup aussi les boîtes françaises. C'est peut-être également dû au fait que tu sois franco-américain. Vous avez notamment, si je ne dis pas de bêtises, investi dans Dataiku, Ledger, Sketchfab. Est-ce qu'il y a un risque qu'avec la crise actuelle, que les investisseurs US deviennent un peu plus protectionnistes et se focus sur les boîtes US-based? Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question, probablement. Probablement. C'est un petit peu, en fait, c'est un petit peu comme c'est dans le domaine de l'immobilier, tous les quartiers qui étaient moins connus et qui deviennent un peu à la mode. Lorsque le marché de l'immobilier s'effondre, c'est un peu les premiers à sentir l'impact. Et donc, tous les domaines un peu émergents ou les géographies, comme ils disent, un peu émergentes, ont un risque d'être impactés de façon plus directe. Donc, il y a quelques investisseurs américains qui aiment bien la France depuis longtemps, et donc ceux-là vont continuer. Pour tous les gens qui étaient un petit peu en train de tâter le terrain et de commencer à rencontrer les gens, je pense que ceux-là vont au moins faire une grosse pause pendant un certain temps. Oui, mais peut-être que le financement d'État va peut-être pouvoir pérenniser l'écosystème. Mais c'est vrai qu'a priori, tu te replies de toute façon, en termes de crise, tu te replies sur ce que tu connais le mieux. Oui, exactement. Je crois que il y a un côté très émotionnel. Puis il y a un côté, écoute, je ne l'ai pas entendu dire, donc c'est peut-être plus une inquiétude de ma part qu'une réalité. Mais tu vois, comme je disais, je suis très impressionné par ce que l'État français fait, mais d'un autre côté, le fait que notamment les startups n'aient pas l'opportunité de vraiment licencier des gens dans le contexte actuel, j'ai un peu peur que ça renforce l'image de la France auprès des Américains comme étant le pays où tu peux pas, où le marché du travail est pas flexible, etc. Ce qui était beaucoup moins la réalité au cours des dernières années, mais là, j'ai peur que les vieux réflexes, c'est les choses qu'on leur a dit depuis toujours et qui ne connaissent pas vraiment, mais qui croient vraiment dur comme fer, reviennent un petit peu. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un ralentissement pour tout ce qui est engouement des fonds américains pour la France, mais bon, ça repartira. Oui, j'ai une dernière question. C'est un peu, c'est le seul, le cas pire de la crise. Est-ce que tu penses que notamment les fonds, tu sais, qui ont des LP potentiellement énormément affectés par la baisse des marchés, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un risque LP essayer de renégocier leur commitment d'investissement dans les fonds? Parce que moi, je vois, ce qui me fait un peu peur, c'est l'impact immobilier aussi, parce que tu as un double impact marché et immobilier qui risque d'être très affecté par le télétravail. Et est-ce qu'il y a ce risque-là où potentiellement des VC se retrouvent mis devant des faits établis comme quoi les LP veulent renégocier leur commitment? Puisque pour rappeler, normalement, un limited partner, donc qui a investi dans un fonds, s'engage à investir sur une période de 3-4 ans. Donc c'est un engagement légal, mais il y a des situations très particulières où le LP peut éventuellement reprendre ou peut renégocier son engagement. Est-ce que tu crois que c'est un risque ça ou pas? Oui, donc c'est un risque et c'est possible. Ouais. Ça s'est fait dans les crises précédentes. Donc c'est un peu compliqué en réalité, selon les contrats, ils peuvent le faire ou pas le faire ou de façon plus ou moins facile. Mais ça s'est passé dans les crises précédentes. Je pense que le risque est assez marginal, mais je sais pas, je suis peut-être un peu trop optimiste de ce côté-là. En revanche, ce qui est très clair, c'est que ça va être difficile pour les startups de lever des fonds, mais ça va être très difficile pour les VC de lever des fonds. Et donc, il y a un... Tout ce qui n'est pas comité, enfin tout ce qui est... Ouais. Il y a un phénomène qui s'appelle le denominator effect, l'effet dénominateur.
qui est que, en gros, l'industrie du VC doit représenter un pourcentage, donc le numérateur de l'enveloppe d'investissement. Ouais. Et donc, comme l'enveloppe d'investissement, qui est donc le dénominateur, couvre les marchés financiers publics, enfin public au sens américain du terme, et que toutes ces valorisations sont effondrées, donc le dénominateur est devenu beaucoup plus faible. Donc, du coup, le pourcentage que le VC représente dans le portefeuille des LP est devenu trop gros. Et donc, les levées de fonds à venir pour les fonds existants à l'intérieur d'un portefeuille d'un LP vont être plus compliqués. Et puis, alors, pour les nouveaux fonds qui sont en train de se constituer, je crois que ça va être très bien. D'accord. Okay. Pour conclure, peut-être, Riyad, ou tu as une autre question ou... Yes. Je prends juste une dernière question qui est plutôt au fonctionnement interne des startups moi, du marché en général. Si vous voulez, moi, j'ai encore du temps aussi, un petit peu. Ok, on va prendre alors quelques questions en plus. Donc, d'instinct, ce que tu disais, Matt, c'est qu'il va y avoir une déflation des valorisations / levées. Est-ce que tu penses que ça va entraîner une déflation des coûts des startups? J'entends surtout au niveau des salaires, tout ce qui va être marketing, ou bien les startups vont devoir apprendre à faire mieux avec moins et plus lentement, au risque d'être moins attractives, notamment pour les talents qui finalement décideraient d'aller en grand groupe, puisque les startups ont moins de moyens. Oui, donc je pense qu'il va y avoir un impact sur les salaires qui ne va pas être immédiat, mais qui va être réel dans un horizon à partir de 6 mois, où oui, il y a tout simplement il va y avoir plus de gens sur le marché, enfin au moins aux États-Unis, où il y a très clairement des layoffs qui sont en train de se faire. Il va y avoir un paquet de gens sur le marché. Et donc, la dynamique de pouvoir entre employeurs et salariés change un petit peu au profit des employeurs. Donc, logiquement, le prix qui est le salaire va baisser. Je pense qu'il y a une vraie opportunité pour les startups de ce côté-là. Donc, encore une fois, parce qu'il est très important de conserver le cash, quel que soit le scénario, que vous ayez levé ou pas, je n'irai pas me précipiter pour embaucher des gens maintenant. D'autant plus que, au moins aux États-Unis, les gens qui sont en train de partir des sociétés maintenant, c'est souvent pas le haut du panier à l'intérieur de ces sociétés. C'est triste à dire, mais c'est la réalité, c'est un peu le bottom 10%. Et donc, je ne me précipiterai pas maintenant, mais d'un autre côté, un horizon 6 mois, enfin, je ne sais pas si c'est 4 mois ou 8 mois, mais disons 6 mois, il va y avoir beaucoup de talents qui seront sur le marché, souvent de façon un peu injuste, parce que la société aura eu le manque de chance de se retrouver, de ne pas pouvoir lever l'argent, ou ils étaient sur le point de faire un tour de financement, ils n'ont pas pu le faire, donc la société ferme alors que c'était une très bonne société et il y avait beaucoup de talents dedans. Je crois qu'il y a de vraies opportunités de ce côté-là, notamment dans les domaines qui me sont très à cœur, comme tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, où c'est absolument impossible d'embaucher des gens ou des ingénieurs. Je pense qu'il y aura des gens comme ça qui vont venir sur le marché qui sont de très grande qualité, et donc une vraie opportunité à saisir de ce côté. La clé, ça sera toujours l'agilité des fondateurs qui vont pouvoir, ceux qui ont réagi le plus tôt possible, qui ont eu la chance parfois de lever des fonds récemment, vont pouvoir justement peut-être profiter de workforce plus disponible et peut-être moins coûteuse pour développer d'autres verticaux. Donc ça va être toujours l'agilité des CEO qui va primer. De mémoire, Matt, tu te rappelles de des baisses de valorisation? Tu en as parlé de l'effet domino en parlant des fonds de 1 milliard qui vont sans doute être très, très affectés, qui va descendre en BSA, etc. Tu te rappelles de la baisse de valo dans les différentes crises, 2000, 2008? Aujourd'hui, quand tu fais un seeds, c'est rare quand même que tu puisses rentrer. Tout de suite, c'est des valos entre 4, 8, voire 10 millions, ce qui est assez hallucinant quand même. Tu te rappelles de cette baisse? À ton avis, est-ce que ça va être pire ou est-ce que… Oui, donc, dans la crise de 2000-2001, il n'y avait pas trop de comparables. Moi, j'étais entrepreneur, j'étais jeune entrepreneur à l'époque, donc j'avais un peu pris ça sur le museau à l'époque, donc j'ai vécu ça de l'intérieur. Il y avait la grosse
correction, entre guillemets, c'était sur les marchés publics. Donc, ça, c'est moins impacté. Puis, il y avait moins de startups qui avaient changé à l'époque. C'était moins des histoires de valorisation. C'est plus des term sheets un peu compliqués, avec des histoires de liquidation préférence à 3x, ce genre de choses. Il y avait beaucoup de choses comme ça, et ça, c'était vraiment très, très désagréable. Et dans la crise de 2008-2009, je crois que les valorisations s'étaient moins envolées de toute façon. Donc je ne sais pas à quel point ça peut être une bonne comparaison par rapport à aujourd'hui. Ce qu'on voit déjà là maintenant un petit peu, c'est encore une fois sur la base de très, très, très peu de deals, parce qu'il n'y a pas vraiment d'activité. En seed, ça a l'air de descendre à peu près de 10 à 15%. Donc, les chiffres que tu donnais, tu enlèves à 10%. Les choses un peu, c'est genre un peu Y Combinator, ce genre de choses qui étaient souvent beaucoup plus chères d'un point de vue de valorisation, ça descend un peu plus. Donc, ça, c'est niveau seed. Alors, en revanche, en growth, c'est beaucoup plus que ça. Encore une fois, les quelques deals. Donc, on a un exemple chez nous, dont je tairai le nom sur la base de ce que je vais dire maintenant, où, pour vous donner des chiffres très concrets, vraiment une belle boîte, ils étaient en phase finale de négociation de term sheet, donc un truc vraiment 2020 avec genre 12 term sheets, tout le monde qui leur tombait dessus, les gens qui se renchérissaient les uns les autres. Et ils étaient quand même arrivés à je crois, 450 millions en Primoni, peut-être 430, je ne me souviens plus exactement. Donc, ça, c'était il y a 6 semaines. 6 semaines, on est peut-être 2 mois, disons. Et ils ont signé une term sheet en début de semaine à 200 millions en Primoni. Là, ils se sont mordus les doigts d'avoir négocié le 3e article. Ah oui. Puis oui. Après, c'est toute une autre conversation. Il y a beaucoup. Mais c'est un point important qui est que je crois qu'il est important pour les fondateurs de changer d'esprit assez rapidement. J'ai quand même pas mal de conversations au sein de mon portefeuille où, encore une fois, les gens sont intelligents et comprennent tout ça de façon intellectuelle, mais ce ne sont pas toujours complètement vraiment adaptés. Il y a toujours des réflexes qui sont ancrés. Don't be too greedy. Là. Il y a un moment, quand tu vois que les choses tournent, il faut mettre sa fierté de côté et de dire, attends, faut que je prenne tout de suite parce que je pourrais sans doute pas prendre dans les 12 prochains mois. Et même de prendre à des valorisations plus faibles va clairement rendre la boîte beaucoup plus forte de toute façon. Ouais. Et par rapport à ce contexte, Matt, tu ne penses pas que, en gros, la Chinese money, typiquement, elle a jamais été très bien vue par certaines startups US et européennes, mais vu les temps difficiles, est-ce que tu ne penses pas qu'on va voir les fonds chinois faire leur marché sur les startups US Europe à ce sujet? Peut-être, je ne l'ai pas vu dans les startups, je sais qu'ils le font d'une manière générale. Ce serait, ça me semble être une vraie possibilité. Ça me semble être une vraie possibilité. À moins qu'il y ait un frein gouvernemental. Pardon? À moins qu'il y ait un frein gouvernemental. Et très franchement, après ça dépend, il y a Chinese Money et Chinese Money, si ça vient de belles boîtes, genre Tencent, Alibaba, ce genre de choses, c'est des boîtes à l'évidence de qualité mondiale. Mais d'une manière générale, comme le disait Jean-Pierre, il y a un moment où il faut être, qui est ce moment-là où il faut être très, très pragmatique et un petit peu prendre l'argent. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, mais il faut prendre l'argent lorsqu'il vous est offert. L'autre, un petit peu dans la même idée que le Chinese Money, je vois là sur une des sociétés avec lesquelles je travaille, il y a quelques investisseurs corporate qui viennent de façon assez engagée, voire une ou deux des sociétés avec lesquelles je travaille en particulier. Et un petit peu sur un mode genre on sait que tous les VC ont arrêté, mais nous on croit vraiment à ce que vous faites et on comprend très bien ça de façon stratégique
Et donc, sans le dire, en fait, vous n'auriez jamais pris notre argent jusqu'à 2 mois, mais maintenant, est-ce que vous voulez prendre notre argent? Et la réponse, c'est oui, bien sûr. Mais je pense qu'ils vont faire leur shopping. S'il y a bien des investisseurs aujourd'hui, les family office, ils auront souffert du marché. Comme tu sais, les family office, généralement, c'est 10% d'allocation sur le venture. Donc, ils vont souffrir avec la baisse du marché de leurs actifs. Les VC vont quand même beaucoup souffrir. Par contre, les CVC, les corporate ventures, ils ont des très, très, très grosses boîtes et peut-être que ça va être elles qui vont faire du shopping les prochains mois. Hein. Ouais, ce serait super intelligent. Donc maintenant, il faut voir si leur direction leur permet de faire ça. Mais ce serait très intelligent de leur part, c'est sûr. D'accord. Merci beaucoup, Matt. Pour conclure, est-ce que tu as un conseil pour les entrepreneurs français ou américains qui pensaient lever en 2020? Oui, donc dans la mesure où vous avez suffisamment de cash pour tenir au moins quelques semaines, je ne me précipiterai pas. Je pense que le marché est en train de se chercher et de se stabiliser. Et je pense que c'est très difficile, ça va être très difficile de lever un tour, de commencer un tour maintenant, au moins dans les 3-4 prochains mois qui viennent. Donc, je prendrai, dans la mesure, encore une fois, du possible, si vous n'avez pas le choix, évidemment, c'est un autre débat. Mais dans la mesure du possible, j'attendrai un petit peu que les choses se stabilisent avant d'aller parler au VC. Et puis, entre-temps, je réagirai vite. Je crois que la vitesse, que ce soit des histoires de renégociation, certainement des histoires de plans financiers, comme je le disais tout à l'heure, des histoires de licenciement qui sont toujours des histoires très compliquées, très difficiles d'un point de vue psychologique, mais si vous le faites, il faut le faire juste une fois, il faut le faire tôt, une fois, parce que sinon, si vous le faites 3-4 fois, c'est un aspect complètement désastreux sur la société, la culture, etc. Donc, je prendrai mon temps d'un point de vue financement, je réagirai très vite et de façon très délibérée d'un point de vue business. Et puis je garderai un vrai optimisme qui est que tout ça, encore une fois, va passer, va se stabiliser, que c'est une période un peu difficile, mais que avec un petit peu de travail de chance et de navigation, beaucoup de sociétés vont pouvoir tenir le cap dans la tempête, et qu'une fois sortie la tempête, les choses repartiront probablement de façon assez forte et prononcée. Donc je resterai optimiste. Parfait. Merci infiniment, Matt, pour tes précieux insights. Vous étiez plus de 300 connectés sur ce webinaire. On a un peu débordé, donc il y en a certains qui sont déjà partis. Encore merci, Matt, pour ton intervention. Si tu es intéressé, si tu es disponible, je pense qu'on aura l'occasion de refaire un webinaire de ce type dans les semaines prochaines, durant la période de confinement. Jean-Pierre, encore merci pour ton omniprésence dans cette période. Stéphane, merci. Matt. Ouais. Merci beaucoup. C'est très, très. Comme je disais, c'est vraiment un moment où on essaie de tous apprendre ensemble. Et donc, voilà. Merci. C'est un moment de partage, de solidarité et d'entraide. C'est bien. Et en parlant de solidarité, merci beaucoup, Stéphane, d'être un partenaire de longue date avec French Founders et Cooley. Merci à tous pour vos attentions. On vous donne rendez-vous très bientôt, puisque comme vous avez pu le constater, on organise énormément de live streams chez French Founders. On est un peu en train de devenir le Netflix des live streams, et sachez que chaque live stream est disponible en replay sur la plateforme. Matt, Jean-Pierre, Stéphane, encore merci et je vous dis à très vite. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Entrepreneur is a French word.